Alors, avant de lancer notre première table ronde qui va porter sur l'entrée dans le parcours de soins et sa nécessaire coordination, et comme vous l'a annoncé le président, je vous propose une première vidéo. Nous allons entendre donc Régine, une personne malade. Et merci encore à Michel Barrier pour avoir facilité ces échanges. Donc, si on peut lancer la première vidéo, s'il vous plaît. La maladie, je l'ai connue en étant adolescente parce que mon père avait la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est quelque chose qui m'a habité tout le temps, quoi, et que j'ai toujours craint. Et lorsque j'ai eu les premiers signes, je m'en suis aperçue parce que j'avais pas mal d'activités et j'oubliais les rendez-vous. Où on pouvait remarquer qu'il y avait des manques. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai intégré que j'avais cette maladie. Ça n'a pas été facile à faire parce que les différents médecins que je consultais me disaient non, que c'était une dépression. Alors que j'étais sûre que je ne faisais pas une dépression. Mais ça me rassurait en même temps, donc j'allais pas plus loin. Et puis, un jour, j'ai vu, je ne sais plus quel médecin à Tours, qui m'a proposé de faire une ponction lombaire. Donc, j'ai fait, on l'a fait à 2 reprises, et c'est là que j'ai eu la certitude que j'avais cette maladie. Alors, on l'apprend pas facilement, mais comme j'en avais un peu la perception, je me suis dit, bon, il faut que j'essaie de profiter le plus possible du temps qui reste, où ça va. Pour le moment, ça va, parce que je suis avec mon mari, qui me rappelle avec gentillesse mes manques. Parce que ce que j'ai demandé autour de moi, c'est de ne pas faire à ma place et de me considérer autant que possible pareil que je l'étais avant, quoi. Je prends un médicament qui est l'Aricept. Je pense que ce médicament est là pour ralentir la maladie, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas d'effets secondaires. Je me fais des soucis pour mon mari. Et puis, pour ce petit garçon dont on a la charge. Oui, c'est ça, j'ai un peu peur de l'avenir, mais j'y pense pas tout le temps non plus. Je vais voir surtout mon médecin traitant pour renouveler le médicament Aricept, mais il n'y a pas de dialogue, non, vraiment j'ai pas trouvé, j'ai pas pu en parler, mais ça m'aurait plu, mais ça ne m'a pas manqué puisque je peux en parler autrement. Je vais voir une dame orthophoniste. Donc, parfois, on en discute beaucoup. Et puis, elle me fait faire j'allais dire des jeux, mais ça ressemble à ça. Je ne sais pas vraiment si... Un peu comme vous, mais je ne sais pas si c'est utile. Mais en tout cas, je le fais en me disant, j'ai rien à perdre.
même si effectivement ça me semble quelquefois un peu inutile, mais peut-être que c'est pas si inutile que ça, quoi. Je me dis, ben, je sais pas, moi, je suis pas médecin, j'ai pas la science pour savoir ce qui est bien et pas bien, donc je fais tout ce qui se présente. Voilà donc pour ce premier témoignage, et je vais donc appeler les participants à cette première table ronde à venir nous rejoindre. Donc maître Laurent Houdard, donc avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Houdard et associés. Nordine Chérifi, donc coordonnateur de parcours pour la plateforme territoriale d'appui de Dordogne, et le professeur Anne-Sophie Rigaud, donc professeur de médecine gériatrique à l'université Paris-Cité et APHP. Bonjour, et je vais vous demander de bien vouloir excuser Frédéric Valtou, donc, qui remplace son président de groupe malade lors à une réunion à Matignon. Voilà, donc peut-être et donc Joël Jaouen, bien sûr, vous restez avec nous et vous serez le grand témoin de cette table ronde. Laurent Houdard, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on l'a vu, une personne malade, elle va vivre des années avec sa maladie, avec des besoins qui évoluent, et on a l'impression d'assister dans notre pays à une succession de dispositifs pour faciliter, pour améliorer cette coordination. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent a échoué, qu'on n'arrive pas finalement? Comment vous expliquez cette succession avec des acronymes tous plus barbares les uns que les autres? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, je voudrais revenir dans les années 90. Au tout début des années 90, c'est le sida. Il y a eu là, alors, le besoin de coordination entre l'ensemble des professionnels. Il fallait sortir de l'hospitalocentrisme, décloisonner ce fonctionnement en silo de la médecine, mais plus globalement des soins, du médico-social et du social. Et c'est comme cela qu'on a vu émerger les premiers réseaux dont l'objectif était la coordination entre les acteurs. Et puis là, les pouvoirs publics se sont accaparés cette idée tout à fait intéressante et novatrice que étaient les réseaux. Et c'est comme ça qu'on a vu avec les ordonnances Juppé apparaître, pour certains s'en souviendront, les réseaux de soins dits Soubi, du nom de son président, de la commission, 60 membres, 2 ans d'instruction, un projet qui a réussi. C'est, si vous me permettez, je suis un peu provocateur, c'est le début du millefeuille. C'est le début du millefeuille et je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien il y a eu de réformes importantes, fondamentales du système de santé depuis 1996? Vous avez une idée, un chiffre comme ça? Il y en a eu 10 qui ont toutes réformé en profondeur le système de santé. Le résultat, c'est que ça fait à peu près, j'ai calculé rapidement, je ne suis pas bon en maths, mais j'ai calculé rapidement, ça fait un rythme d'une réforme tous les 2 ans et demi. Comment voulez-vous que les acteurs derrière, lorsque l'on va passer du réseau, ensuite au réseau de soins, puis après au réseau de santé, et puis ils sont thématiques, et puis après ils sont territoriaux, et puis je vais rajouter avec les clics, et puis après j'ai les Mayas, et puis après on va changer, etc. Ce qui fait qu'il faut reconnaître qu'il y a un essoufflement de beaucoup d'acteurs qui passent comme ça de dispositif en dispositif, qui ont pourtant tous la formidable bonne intention de coordonner l'ensemble des acteurs, que ce soit le soin, que ce soit le médico-social et que ce soit le social. Voilà, je pense que ça, c'est une première raison. Maintenant, je ne veux pas non plus être là pour être pessimiste. Moi, ce que je vois, c'est qu'en revanche, sur le terrain, et vous l'avez dit, ça fait maintenant plus de 30 ans que j'accompagne sur le terrain l'ensemble des opérations qui sont mises en place, en particulier en coopération et en coordination. Moi, je constate que malgré tout, vous avez des acteurs qui tiennent. Il y a de très, très beaux exemples. Je pense notamment à ce qui se fait dans le Bessin. Ça fait 25 ans qu'ils s'acharnent à mettre en place une coordination. Vous voyez, le Bessin, c'est Bayeux. Et sur l'ensemble du territoire, vous avez une vraie coordination. Donc, prise en charge des maladies chroniques. Vous avez véritablement un travail en commun. C'est également le cas en Sud-Mayenne. Mais vous avez un autre exemple qu'on connaît tous. C'est ce qui s'est passé pour la première crise sanitaire, où lorsque finalement les acteurs se sont pris en main eux-mêmes, dans les hôpitaux et les libéraux. Moi, j'ai des exemples extraordinaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont décidé de passer outre les injonctions, les acronymes, les protocoles, les process, pour travailler et mettre en place des dispositifs de coordination pour faciliter la prise en charge. Et c'est ça, d'ailleurs, s'il y avait un message, c'est qu'il faut redonner et donner
de la liberté, de la souplesse au système. C'est fondamentalement cela, à mon sens. Et donc, j'ai envie de vous demander quel regard aujourd'hui vous portez sur les DAC, puisqu'on est là, les dispositifs d'appui à la coordination. Est-ce que cela Est-on d'accord avec les DAC? Alors, excusez-moi, c'est facile. Alors les DAC, bah oui, on ne peut être que d'accord sur un dispositif qui va venir simplifier lorsqu'on a 7 dispositifs qui existent entre les Prado, les PAERPA, les CLIC, les Maya, les PTA, etc. Mais oserais-je dire, ça fait déjà, donc c'est la troisième année. On voit bien que dans beaucoup de cas, ce sont des enjeux de pouvoir, c'est compliqué, c'est des transferts d'activités, c'est du personnel, c'est tout ce que l'on veut. Bon, espérons, gageons que cela va fonctionner, mais encore une fois, moi j'insiste, il va falloir aussi après que ces DAC fonctionnent avec les territoires. Je pense que les PTA ont bien fonctionné. Alors aujourd'hui, on s'aborde pour passer à autre chose, mais il ne faut surtout pas défaire ce qui a été fait, il faudrait plutôt construire sur nos acquis. Et en particulier, moi, ce qui m'inquiète, c'est comment on va se coordonner avec les nouveaux dispositifs que sont, excusez-moi, tous ces acronymes, mais c'est vous qui m'avez lancé là-dessus, avec notamment les communautés professionnelles de territoire de santé, les fameux CPTS qu'on voit arriver, à qui on donne énormément d'attributs. Alors, comment ça va fonctionner avec les DAC, ça va être aussi l'enjeu. Parce que est-ce qu'après, il ne va pas falloir retrouver encore quelque chose? Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait souffler un peu, donner la possibilité aux acteurs, décentraliser, desserrer un peu les taux, et puis surtout, je dirais, faciliter l'ensemble des projets et des dispositifs qui sont mis ici et là. Mais je pense que là, après, c'est aux professionnels d'en parler mieux que moi. Merci. Mais justement, on va avoir un témoignage de terrain avec vous, Nordine Chérifi. Donc, vous, voilà, après avoir entendu Laurent Houdard, quelle est un petit peu votre réaction? Et pour vous, quels sont les points forts de la coordination? À quoi est-ce que vous êtes attaché? Alors, bonjour à tous. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer par rapport au dispositif d'appui à la coordination, effectivement. Je rejoins en partie ce que vous dites, j'entends. Alors, c'est vrai que nous sommes un dispositif d'appui à la coordination en Dordogne qui résulte de la fusion essentiellement des anciennes Maya, qui avaient pour vocation à accompagner des personnes âgées souffrant de troubles neuroévolutifs. Donc on a cette fibre et cette sensibilité, et en plus on a un public qui est relativement âgé en Dordogne, dans un milieu rural, et qui souffre en partie de troubles neuroévolutifs. Donc on arrive pas en terrain conquis, parce que ça serait prétentieux de le dire, et pas du tout justement, puisqu'on a cette capacité à se remettre en question sans arrêt, mais on arrive pour quand même apporter notre pierre à l'édifice et favoriser le maintien à domicile de ces personnes qui ont souvent un souhait assez fort, c'est de rester à la maison le plus longtemps possible. Alors, on le fait avec les moyens que l'on a, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce que c'est un métier quand même qui a une charge mentale relativement élevée. Le milieu rural ne facilite pas du tout les choses, mais nous arrivons quand même à travailler avec les partenaires. Petit à petit, on arrive à construire quelque chose pour offrir une réponse qui se généralise d'ailleurs pour tout public, toute pathologie et tout âge. Voilà. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quels sont un petit peu les obstacles à cette coordination? J'imagine qu'il y en a plusieurs. Alors, les difficultés qu'on rencontre, elles sont principalement de deux ordres. Elles sont sur deux tableaux. Alors, le premier, c'est la capacité des services d'aide et de soins à domicile à répondre aux demandes des personnes. Je prends pour exemple le service d'aide à domicile, le SIAD, l'accueil de jour, etc. Ils ont malheureusement une capacité à répondre qui est moins importante qu'il y a quelques années. C'est un fait sur notre territoire. Donc on essaye de travailler à des solutions, à trouver des solutions, et c'est de plus en plus difficile. Et la deuxième difficulté, elle est quand même centrée sur la personne, parce que la personne reste actrice de son parcours, et c'est la capacité de la personne ou de son entourage à accepter ce qu'on lui propose. Ce que j'entends par là, c'est que quand on arrive avec tous ces acronymes, effectivement,
quand on parle de SIAD, de service d'aide à domicile, d'accueil de jour, de consultation mémoire, les personnes sont souvent perdues. Et c'est à nous justement de faire ce travail d'éducation, de prévention et de les orienter au mieux vers la réponse la plus adaptée. Voilà. Et malgré, hein, donc malgré ces difficultés, quelles sont peut-être les solutions que vous préconisez pour améliorer la fluidité de ces parcours? Alors, c'est vrai qu'on a des difficultés au quotidien. Alors, je dirais que la première, suite au témoignage qu'on vient d'entendre hein, d'Annie, la première, c'est vraiment de les orienter le plus tôt possible. Alors que ce soit vers des associations ou vers des structures, c'est vraiment de les orienter le plus tôt possible parce que ce qu'on remarque, nous, en qualité de coordinateur de parcours, on a la chance de travailler en étroite collaboration avec France Alzheimer en Dordogne et avec tous ces bénévoles qui font un travail formidable. Hein. Lorsque la personne nous est orientée relativement tôt, on a la capacité à travailler l'adhésion à un projet, de construire un projet avec elle et son entourage. Ce qui se passe assez souvent, malheureusement, c'est que la personne nous arrive justement dans cette notion de parcours à un moment où les troupes sont relativement avancées et où les choses n'ont pas été mises en place avant de se rendre compte parfois que le maintien à domicile n'est plus possible. Et ça, on trouve ça relativement dommage parce qu'on a quand même pour vocation de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible, alors qu'il soit d'1 an, 2 ans ou 10 ans, on a quand même cette vocation et cette fibre qui fait que lorsqu'on arrive au bout parce que l'aidant n'y arrive plus, parce que l'aidant est défaillant, pour X raisons, l'EHPAD ne doit pas être une fatalité. Ça doit être un choix et un élément du parcours de vie. Ça doit être une possibilité parmi d'autres, l'EHPAD. Et malheureusement, quand on arrive sur des situations où le maintien à domicile est déjà plus possible, et on aborde souvent des questions qui sont complexes, qui sont compliquées à concevoir pour les personnes ou pour leurs proches, qui sont l'habilitation familiale, l'EHPAD, l'hébergement temporaire. Et ça, quelque part, c'est vraiment dommage parce qu'il y a pas mal de choses à proposer pour que les personnes puissent rester chez elles le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Voilà. Mais il faut des moyens quand même. Pardon ? Il faut des moyens. Alors, il faut des moyens et puis il faut surtout, alors on travaille souvent avec l'appui du médecin traitant, il faut surtout diagnostiquer le plus tôt possible ces troubles pour permettre aux personnes d'avoir la réponse à leurs besoins. Et notre plus-value, c'est qu'on fait une évaluation multidimensionnelle au domicile de la personne avec les proches aidants. Donc on prend en compte l'environnement, la famille, la personne, ses pathologies. On regarde un petit peu tout ce qui existe sur notre territoire, nos partenaires, et on va, en fonction du besoin, offrir, ou en tout cas essayer d'offrir la réponse la plus adaptée aux besoins en question. Lorsque c'est fait relativement tôt, on a de très bons résultats. On arrive à maintenir des personnes à domicile qui ont des troubles neuroévolutifs assez avancés, accompagnés d'ailleurs d'un aidant qui, lui, est polypathologique et même parfois défaillant physiquement. On arrive à les maintenir à domicile quelques années, ce qui est énorme parce que si on n'était pas intervenu, les services saturent et n'arrivent plus à répondre malheureusement puisque ces personnes demandent beaucoup trop de moyens et le temps de coordination, je ne dis pas qu'il n'est pas pris, mais il est parfois de moins en moins pris puisque chacun travaille un petit peu la tête dans le guidon pour faire du mieux qu'il peut. Et ce partenariat, ce travail d'échange et de coordination entre partenaires, malheureusement, n'est pas assez mis en avant, je trouve. Voilà. Merci pour ce témoignage. Merci à vous. Professeur Rigaud, je me tourne vers vous. Donc, à ce stade, hein, peut-être de nos échanges, peut-être une réaction. Et comment vous décririez en fait, la responsabilité des professionnels de santé hein, dans ce parcours de soins? Est-ce qu'il faudrait davantage les former sur ce sujet? Je vous remercie. Je vous remercie de votre invitation. Bonjour à tous. Je voulais réagir aussi sur l'aspect importance du diagnostic précoce. Ça, je pense que c'est vraiment, comme
collègue M. Chérifi un aspect tout à fait majeur, parce qu'à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'environ 50% des patients sont diagnostiqués trop tardivement encore. Et c'est très important parce qu'on pourrait se dire, c'est pas important parce qu'on ne guérit pas la maladie à l'heure actuelle. Néanmoins, c'est très important parce qu'on le sait bien, souffrir d'une maladie d'Alzheimer ou d'un trouble neurodégénératif, d'une autre maladie de ce type, c'est source de souffrance. C'est source de souffrance parce que, comme le disait très bien la patiente, on a des symptômes et on ne comprend pas. Elle disait qu'elle avait été... on a pensé qu'elle avait une dépression et en fait, elle avait une maladie d'Alzheimer. Donc, c'est source de souffrance pour le patient. C'est source de souffrance pour les dents, parce que les dents voient bien des symptômes, mais ne comprend pas. Parfois, les dents pensent même que le patient fait semblant d'être malade, ce qui est terrible, puisque ça crée des tensions dans le couple aidant-patient. Par ailleurs, comme le disait mon collègue, on peut vraiment, la prise en charge à domicile, enfin, l'accompagnement à domicile devient de plus en plus performant avec des médicaments. Bon, effectivement, la dame disait qu'elle était sous Aricept, qui ralentissent un peu la maladie chez des répondeurs, mais bon, qui peuvent être utiles, très utiles chez certaines personnes. Mais il y a également tout un accompagnement par des professionnels. La patiente parlait par exemple de l'orthophonie, qui contribue à retarder l'évolution de la maladie. Il y a les équipes spécialisées Alzheimer, avec des psychomotriciennes, des ergothérapeutes, qui vont elles également contribuer. Il y a les centres d'accueil de jour, qui vont proposer des ateliers cognitifs, physiques, qui vont contribuer à retarder l'évolution. Il va y avoir tous les conseils que les professionnels vont pouvoir donner sur le plan des activités qui, on le sait aussi, retardent, sur le plan nutritionnel, sur le plan cognitif. Donc, toute cette prise en charge va contribuer à retarder la maladie. Et vous savez, c'est comme un tonneau, en fait. On n'échappe pas à la maladie d'Alzheimer si on doit l'avoir, mais plus le tonneau cognitif et physique est rempli, plus ce qui part, plus ce qui reste à l'intérieur reste, quoi. Plus la quantité à l'intérieur du tonneau, si je puis dire, reste et permet à la personne de continuer à vivre de façon satisfaisante. Par ailleurs, c'est aussi, si on peut faire l'énergéticto, c'est aussi l'occasion de s'organiser, par exemple de décider pour l'avenir de faire des directives anticipées qui sont encore actuelles très insuffisantes en France, mais bon, ça peut permettre de s'organiser. Et puis, ça peut permettre également de participer à des essais thérapeutiques, puisque après, comme vous le savez, un grand vide thérapeutique depuis la sortie des anticholinésterasiques, il y a des pistes là assez prometteuses avec des anticorps monoclonaux se fixant sur la substance bêta-amyloïde et avec des espoirs, avec de nouveaux essais thérapeutiques et des espoirs de médicaments qui ralentissent encore plus l'évolution de la maladie. Donc vraiment, j'insiste, c'est très important de faire le diagnostic précocement. Un autre aspect où je vais tout à fait dans le sens de mon collègue, c'est que vraiment toute la prise, l'accompagnement à domicile se développe vraiment très très bien, je crois, depuis 20 ans et doit continuer et doit se poursuivre. Alors je ne serais pas aussi pessimiste sur les différents dispositifs et les acronymes, parce qu'en fait, ces dispositifs ont été créés depuis maintenant 25 ans, progressivement, et ils ont en général, en fait, c'est toujours plus ou moins les mêmes professionnels, enfin je vois en région Île-de-France, mais c'est pareil dans d'autres régions françaises, ce sont les mêmes, travailleurs médicaux, sociaux, en fait, qui ont commencé ces projets il y a une vingtaine d'années et qui les ont fait monter en puissance au fur et à mesure des besoins qui apparaissaient. Je m'explique, il y a eu évidemment les centres de mémoire de ressources et de recherche, les consultations mémoire, et en même temps, parallèlement, il y avait tout le travail social avec effectivement les réseaux santé, le réseau Soubi, et on s'est vite aperçu que dans ces réseaux, il fallait les compléter, par exemple, par des coordonnateurs
qui allaient s'occuper des cas complexes. Donc on les appelait Maya. Mais le point réel, c'est qu'il y avait un vrai besoin. Il y avait besoin de coordonnateurs de situations complexes. Alors même si on appelle Maya, bon, il y a l'acronyme, mais ça part d'un réel besoin. Ensuite, on s'est aperçu que les aidants étaient en difficulté, qu'il fallait aider le couple aidant-patient. Donc, on a appelé ça plateforme de répit. Bon, ça peut être un peu compliqué, mais c'est juste, ça répond aux besoins, en fait. Et c'est toujours les mêmes professionnels qui ont fait monter en charge, en fait, cette aide progressive et ce maillage du territoire français. Donc, je trouve que les choses, bien que les acronymes soient effectivement un peu pénibles, je pense que ça répond vraiment, ce qui a été ajouté au fur et à mesure, en ambulatoire, à l'extérieur, dans la communauté, répond véritablement aux besoins, je crois, des personnes qui souffrent et des aidants familiaux. Un autre point que je note quand même, c'est que les DAC, justement, les dispositifs d'appui à la coordination, qui sont en fait juste toutes ces structures qu'on a mis ensemble, hein, et comme c'était les mêmes professionnels, je pense que ça n'a pas posé véritablement de problème, à part effectivement, c'est un peu énervant, un peu agaçant, ces acronymes successifs, mais sinon, je répète, ça répond à un besoin. Et ces professionnels, finalement, sont très ancrés dans le territoire. Et on s'aperçoit au bout de 20 ans que des patients et des aidants qui étaient vraiment complètement perdus il y a 20 ans, quand on parlait d'accompagnement à domicile, les aidants disaient « mais de quoi on parle, je ne comprends rien ». Au fur et à mesure des années, je pense que les choses se sont vraiment organisées, structurées. Et en consultation mémoire, maintenant, lorsqu'on parle aux aidants de ces dispositifs, parfois certains sont extrêmement perdus et donc à ce moment-là, ils vont bénéficier par exemple d'un coordonnateur de parcours pour les guider. Mais certains, finalement, se retrouvent assez vite. Sur Internet, c'est vraiment très bien marqué, il suffit de regarder, quelle que soit la région, on a la DAC, on oriente et ça se passe assez bien. Et j'insiste sur le fait que toute cette structuration qui me semble de plus en plus efficace doit par contre continuer à être étayée avec des moyens supplémentaires parce qu'effectivement, si on se dit que seule la moitié des personnes âgées souffrant de ces maladies sont prises en charge, sont accompagnées, ça veut dire que si toutes l'étaient, on serait très très insuffisant en moyens. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment à travailler et avoir effectivement des moyens supplémentaires pour mailler tout le territoire et répondre à la demande, en sachant que maintenant, dans les consultations mémoire, les délais d'attente sont parfois de plus de 2 mois. Et c'est vrai que c'est 6 mois parfois, et donc c'est effectivement pas acceptable. Donc c'est ce maillage-là qu'il faut continuer. D'autant plus que, comme vous le savez, du fait de la situation difficile des hôpitaux, le nombre de lits d'hospitalisation diminue de plus en plus. Et donc, il est très important que ce soit en ambulatoire que la prise en charge essentielle soit faite. Pour répondre à la question de l'accompagnement par la formation, bien sûr, elle est tout à fait essentielle. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle est souvent organisée, elle est très structurée, sous forme, par exemple, de grands enseignements pour certaines professions, par exemple pour les professions médicales, pour les médecins, pour les infirmières, pour les aides-soignantes. Il y a des formations très structurées, mais on manque sans doute de formation pour des professionnels d'aide à domicile qui véritablement débutent dans le métier et qui n'ont souvent pas assez de formation. Là, c'est sans doute un manque. On est très, très outillés en grande formation universitaire, mais peut-être pas assez en formation, en quelque sorte, très proche du terrain. Et c'est souvent ce dont se plaignent, par exemple, les directeurs et directrices de SIAD, d'unités qui sont vraiment sur le terrain et qui emploient ces professionnels.
Alors, les formations, elles doivent être bien sûr très, très multiples. Elles doivent être sur toute la maladie, sur tous les aspects très théoriques de la maladie. C'est bon d'avoir des informations sur ce domaine-là. Et puis, bien sûr, des formations sur l'accompagnement des personnes. Et puis aussi, sans doute, des formations très ciblées sur un point particulier, l'aide aux aidants. Et bien sûr, France Alzheimer, là, est plus que spécialiste dans ce domaine, ou un type de prise en charge d'intervention non médicamenteuse particulier. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, du fait du manque de temps cruel, et moi je m'en rends compte particulièrement à l'hôpital, les grandes formations sont souvent difficiles à mettre en place. On a de plus en plus de difficultés à adresser, par exemple, un professionnel qui souhaite devenir assistant de soins en gérontologie, le détacher pour 1 an ou 2 ans pour faire sa formation. On a même des difficultés à détacher des professionnels pour 2 jours pour faire des formations, tant la situation est difficile. Et donc, ce qu'on fait de plus en plus, mais qui peut être très utile, c'est des sortes de formations flash de 15 minutes, 20 minutes sur une situation donnée. Par ailleurs, bien sûr, la formation pluridisciplinaire où les différents professionnels peuvent échanger ensemble et sur des situations complexes, à la fois sur le plan de l'accompagnement, puis sur le plan éthique, est tout à fait important. C'est parfois important aussi d'être accompagné quand on le peut par un comité d'éthique. Il y a souvent des comités d'éthique il y a toujours des comités d'éthique dans chaque région. Donc pour une situation complexe, on peut parfois faire appel à eux. Et puis pour la formation, on essaye de développer aussi de la formation par simulation, c'est-à-dire par exemple des avatars. Une situation que vous connaissez sans doute, c'est la situation où les personnes ont des troubles du comportement très importants. Les professionnels ont parfois des difficultés à bien réagir, à gérer ces troubles du comportement. Et des formations en simulation, avec par exemple des patients virtuels, peut aider à réagir de façon adaptée pour pallier, pour améliorer, pour diminuer le trouble du comportement de la personne. Donc il y a vraiment de multiples formations à l'heure actuelle. La difficulté, c'est du fait du manque d'effectifs, comme vous le savez. Elles sont vraiment souvent difficiles à mettre en œuvre de façon très régulière. Merci beaucoup, professeur, pour tous ces éléments. Un mot peut-être, Joël Jaouen, à ce stade de nos échanges, donc à la fois sur ce qui ressort, c'est quand même le manque de moyens, le manque de professionnels, mais peut-être aussi, voilà, pas une recette, mais en tout cas, dès lors qu'il y a une bonne entente sur le terrain, qu'il y a une bonne connaissance des acteurs, on arrive à faire des choses. Laurent l'a exprimé par rapport à la crise sanitaire, Nordine par rapport à un contexte local de bonne entente. Donc vous, quel est un petit peu le message que vous aimeriez partager à ce stade? C'est un défi que vous me lancez, Hélène, en un mot. Vous me connaissez. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé l'image du millefeuille. Beaucoup. Moi, ça fait 20 ans que je me suis investi après le décès de mon papa chez France Alzheimer. Alors des millefeuilles, j'en ai connu, hein, et on en connaît. Je voudrais rappeler quelque chose de fondamental, c'est que nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure dans mon avant-propos, des bénévoles. Croyez-moi, il faut avoir un sacré carburant qui s'appelle la passion pour ne pas se décourager vis-à-vis de tout ce qu'on fréquente dans on a parlé des acronymes, que c'est une jungle. Et vous savez, pendant un moment, moi aussi je suis provocateur. Moi aussi je disais dans des réunions départementales, quand j'arrivais, qui est qui et qui fait quoi. On ne savait plus. Et ce côté bénévole, je vous assure que c'est quelque chose, un défi permanent pour nous de s'accrocher à cette jungle qu'on nous oppose. Aujourd'hui, c'est les DAC. Super. Super. DAC, PTA, Maya, ESA, PASA, UHR, c'est top. Par contre, moi, ce que je crains avec les DAC, quand on nous a dédié un plan 2008-2012 auquel je n'arrête pas de faire allusion, ce plan a été pour nous une énorme bouffée d'oxygène. C'est vraiment un plan qui nous a été dédié
fléchés et budgétés. Et petit à petit, on nous a associés. Attendez, ne me faites pas dire ce que je dis, ce n'est pas un jugement que je porte, c'est un constat. On nous a associés à fréquenter les zones maladies neurodégénératives. Moi, j'ai envie de vous dire, avec le recul, on a vu apparaître nos différences. Ce que je crains, et pour revenir simplement au DAC, c'est que la maladie d'Alzheimer a sa propre identité. Ne perdons pas cette identité, ne la diluons pas dans un ensemble d'accompagnement. Notre accompagnement, il est spécifique. Je ne sais pas, je n'entends pas d'entendre dire que nous sommes la deuxième maladie qui fait peur aux Français. On a donc quelque chose, quand on dit Alzheimer, moi ce que je crains dans ces dispositifs, c'est qu'on soit noyé dans une grande nébuleuse de la perte d'autonomie, alors qu'on a une vraie spécificité. On voit arriver aussi le monde de handicap dans lequel on voudrait nous mettre. Dans ces cas-là, je profite de l'occasion de dire, mais on a un gros défi aussi de plaidoyer. Il faut reconnaître le handicap cognitif qui n'existe pas à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, il faut reconnaître que nous sommes des handicapés avec cette appellation cognitive. Sur les dispositifs auxquels vous faites allusion, je suis très pragmatique et je vous demande votre indulgence. Ce que nous avez décrit là sur le jeu de terrain, ce n'est pas le monde des bisounours. Hein. Sur le terrain, parlons des ESA. Je crois que beaucoup de gens vont partager ça avec moi dans la salle. Chez moi, c'est 1 an d'attente. Un dispositif qui a été créé juste après le diagnostic pour qu'il soit efficace. Et aujourd'hui, on dit aux gens, bah oui, vous êtes inscrits, vous reviendrez, on va vous contacter dans 1 an. Mais dans 1 an, c'est trop tard. Ça, c'est la réalité. Je n'ai pas envie de garder la parole, j'ai encore des choses à dire, mais je souhaite qu'elle soit partagée. Alors, Nordine, une réaction et peut-être Laurent ensuite. Alors oui, je voulais juste réagir sur les DAC, qui sont des dispositifs d'appui à la coordination. Alors moi, je m'écarte de tout ce qui est acronyme, etc. Ce que je regarde, c'est que les DAC, c'est une fusion de plusieurs dispositifs qui finalement, pour le bénéficiaire, pardon, lui offre la capacité d'avoir accès à ce qu'on appelle un coordinateur de parcours. On y a accès départementalement par un numéro unique. Et effectivement, l'aidant qui est perdu, la personne qui est perdue, ne sait pas vers qui aller. Quel professionnel aujourd'hui va prendre le temps d'aller voir la personne, d'évaluer ses besoins, les gestionnaires de cas, les coordonnateurs de parcours. J'étais gestionnaire de cas, voilà. Voilà. Et justement, on offre la possibilité aux personnes, à leurs aidants, d'avoir un interlocuteur qui, par la connaissance du territoire assez fine, va offrir la réponse adaptée aux besoins. Alors on parle de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Quand on arrive justement et qu'on évalue quelqu'un qui a de probables troubles cognitifs non diagnostiqués, parce que c'est comme ça qu'on dit, on essaye déjà d'orienter vers un diagnostic. Et ensuite, avec les consultations mémoire, avec un gériatre, on va travailler justement en étroite collaboration pour lui offrir, en fonction de son avancée dans la maladie, de là où il en est dans sa pathologie, la réponse la plus adaptée. Alors on connaît les ESA, on connaît les SIAD, on connaît les plateformes de répit pour les dents, on fait appel aux travailleurs sociaux, aux SIAS pour faire des dossiers d'APA. Donc justement, l'avantage, c'est qu'ils n'ont qu'un interlocuteur qui, lui, va favoriser l'échange partenarial pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et apporter les réponses aux besoins des personnes. Moi, j'y vois le bon côté des choses. Je ne dis pas que si j'existerais pas, ça n'aurait pas lieu, mais un petit peu, ça m'aide à tenir. Voilà. Et la deuxième chose, c'est ce que disait Madame. Justement, effectivement, c'est vrai que le public qui est le plus présent auprès des personnes atteintes de troubles neuroévolutifs, les services d'aide à domicile qui ont des aides à domicile et des auxiliaires de vie, sont parfois, voire souvent, malheureusement, pas assez qualifiés. C'est peut-être pour ça qu'elles ne font pas remonter les informations et que certaines personnes passent à la trappe pendant quelques années. Et c'est plurifactoriel, il n'y a pas que ça de raison, mais les personnes qui sont souvent au domicile sont les plus à même de constater qu'il y a des troubles neuroévolutifs. Voilà. Alors, on ne leur demande pas de le diagnostiquer, mais
le signaler, d'être plus formé pour pouvoir alerter et faire remonter. Et plus tôt on est sollicité, plus on va pouvoir offrir un panel de réponses à ces personnes et encore une fois, favoriser leur maintien à domicile parce que c'est notre objectif principal, en tous les cas tant qu'il est possible. Voilà. Laurent Houdard, peut-être une réaction aussi par rapport à ce qui a été dit. Je vous voyais opiner lorsque Joël Jaouen évoquait le plan Alzheimer, parce qu'il y a toute la difficulté aussi de répondre aux spécificités de la maladie, en l'occurrence. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, Président. Hein. On le voit bien, le souci, c'est qu'on passe d'un plan à un autre et on passe d'un dispositif à un autre. Et la question, c'est la cohérence. Moi, j'aimerais bien que ce soit le cas, ce que vous disiez, Madame. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, chaque dispositif aide le précédent à augmenter, mais ce n'est pas le cas. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai pris le mot millefeuille. J'adore les millefeuilles en plus. Mais c'est vrai que moi, je le vois, alors, en revanche, sur l'ensemble du territoire national. Et sur l'ensemble du territoire national, par exemple, les DAC, ça fait 3 ans, mais vous ne vous rendez pas compte, les enjeux qu'il y a derrière, ce n'est pas uniquement un changement d'acronyme. C'est transfert d'activité, c'est le personnel, c'est le statut, c'est des enjeux de pouvoir. Vous savez ce que disait François Mitterrand, hein, les enjeux de pouvoir, ils commencent déjà dans les associations de ping-pong, à partir de 3 personnes. Donc là, quand vous allez regrouper 5, 6, 7 dispositifs, on le voit bien. Et pendant ce temps-là, on sent bien que, y compris parmi les personnels, c'est difficile. Alors, je ne veux pas jeter non plus le bébé avec l'eau du bain. Hein. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de mettre en cohérence l'ensemble de ces organisations. On voit que sur les territoires, c'est en train de naître, entre les maisons de santé qui se développent formidablement bien, avec des équipes pluridisciplinaires, ça fonctionne, les CPTS arrivent derrière. On voit bien que tout ça doit être mis en cohérence, parce que pour la maladie d'Alzheimer, il y a ce besoin, effectivement, qu'il puisse y avoir l'ensemble des acteurs qui puissent participer. Et pour cela, certes, c'est bien d'avoir le DAC, mais après le DAC, est-ce qu'il va fonctionner avec les CPTS? Moi, j'ai des exemples où ça passe pas. Hein. C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc simplement, je pense qu'il y a ce besoin aujourd'hui de mise en cohérence, de faire confiance aussi aux acteurs de terrain, fondamentalement. Très bien, merci beaucoup. Je propose qu'on vous donne la parole. N'hésitez pas à poser des questions ou à témoigner de vos réactions. Donc, je vois une main se lever là-bas. Aurora. Merci beaucoup. Madame, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Moi, j'ai Ginette Arias, France Alzheimer 31 pour la Haute-Garonne. J'ai une première question, c'est coordinateur de parcours PTA 24 en Haute-Garonne. Je connais pas cette fonction. Donc, est-ce que c'est particulier au Périgord noir parce que et voilà. Alors, Nordine, peut-être une... Alors, oui, nous sommes en Nouvelle-Aquitaine, en Dordogne, et nous sommes un dispositif d'appui à la coordination qui résulte de la fusion des anciens réseaux de santé, qui étaient composés essentiellement chez nous de Maya. Vous aviez les Maya, les gestionnaires de cas, et la MDRS, la maison de réseau de santé, plus toutes les Maya de Dordogne. Donc, c'est la fusion de ce dispositif qui donne aujourd'hui une seule entité, qui s'appelle DAC24, un dispositif d'appui à la coordination, qui s'appelle peut-être autrement chez vous encore. Et là, peut-être que ça rejoint ce que vous disiez. Voilà, il faut peut-être un petit peu de temps pour que nationalement, finalement, il y ait une lisibilité unique et qu'on reconnaisse les DAC partout. Mais c'est notre cas en Dordogne. Alors chez vous, c'est peut-être encore plusieurs Mayas, c'est peut-être pas une PTA, c'est peut-être je sais pas, le PARPA qui porte ça. Je ne peux pas vous répondre. En l'occurrence, pour nous, l'avantage qu'il y a vraiment, et il faut du coup apprendre à le connaître dans votre région, parce que ça va arriver dans votre département, l'avantage, c'est que vous avez un numéro unique, que nous sommes aujourd'hui départemental et que nous sommes tout public, toute pathologie. On a cette fibre étant Maya des maladies neuroévolutives, mais ça veut aussi dire que pour les bénéficiaires, où que l'on soit,
quel que soit notre âge et quelle que soit la pathologie qu'on a, on peut faire appel au DAC. Les professionnels peuvent faire appel à nous. Et ça, c'est quand même quelque chose de positif, parce que quand vous habitiez au fin fond de la Dordogne et que vous n'aviez pas de maladie neuroévolutive, vous ne pouviez pas appeler la Maya. Vous n'en releviez pas. Donc, il n'y avait pas de système de coordination, ou alors il y en avait, mais fragmenté. Et l'idée du millefeuille, peut-être, c'est de faire une soupe de millefeuille. Je ne sais pas, moi. Je propose. Hein. Merci pour ces précisions. Une autre question, madame? On vous écoute. Oui, excusez-moi. Alors moi, je suis complètement novice parce que j'ai donc une mère, je pense qu'elle est atteinte depuis 8 ans. À la mort de mon père, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de problèmes. On a pensé qu'elle faisait, comme dans le film, maman faisait une dépression suite à la mort de son mari. Mon frère célibataire s'en est aperçu un peu avant. Mais malheureusement, ma mère est donc complètement dans le déni. Elle ne veut rien entendre. Ne cesse que chez le médecin généraliste, elle ne veut pas. Ça faisait 4 ans qu'elle n'avait rien consulté. Il y a eu le Covid entre-temps. Je l'avais prise chez moi pendant les 2 premiers mois du Covid. Bon, heureusement, mon mari est très gentil, etc. Ça ne s'est pas trop mal passé. Mais là, ça se dégrade complètement. Et donc, elle refuse tout soin. Elle refuse tout, elle est dans la colère. On voudrait faire quand même des dossiers dans des EHPAD parce qu'on pense, comme madame, malheureusement, elle va être diagnostiquée trop tard. Alors déjà, ma première question, c'est pour le diagnostic. Elle refuse d'aller à l'hôpital, elle refuse tout. Moi, je ne peux pas la prendre de force, vous comprenez bien. Bon, malheureusement, j'ai pris par Alzheimer le petit guide de l'aidant qui est très, très bien fait. Elle remplit toutes les cases de tout, donc on pense qu'elle véritablement, enfin nous les 3 enfants qu'elle a. Comment fait-on? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à domicile parce qu'elle refusera d'aller aux ateliers mémoire, à tout ce qu'on propose? Comment fait-on? Nous les enfants, on est démunis face à ça. Comment fait-on pour... je suis désolée, peut-être que toutes les personnes ici ont des personnes qui acceptent. Moi, maman n'accepte rien du tout. Donc voilà, moi je viens pour une première fois. Je suis donc totalement démunie face à cette maladie. Et vraiment, tous les noms que vous êtes en train de me parler, donc, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Donc je suis peut-être la seule dans cette assemblée-là. Non, mais voilà, donc je voulais vous demander de m'aider. Alors, je pense que vous n'êtes pas la seule et c'est une question qui revient de façon assez récurrente. Peut-être Joël Jaouen voulait apporter un témoignage. Je sais pas, il marche, oui. Je vais me faire le VRP de France Alzheimer. Je vais vous inciter à vous rapprocher de l'association la plus proche de chez vous. Ça, c'est une première chose, parce qu'on est là, vous savez, on est une association de famille. La plupart d'entre nous, nous sommes des anciens aidants. Absolument. Maman habite Paris. Et moi, j'habite Poissy, je suis sa fille. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est France Alzheimer de Paris où maman habite ou là où moi je réside? Voilà ma première question. Ça peut être les deux. Vous serez accueillis partout. Vous savez, les portes, je vois ici l'entrée dans le parcours de soins. Chez nous, l'entrée, il n'y a pas de porte, c'est ouvert. C'est ouvert. En fait, ce que je veux vous dire plus sérieusement, c'est que vous aurez affaire à des aidants. Nous, la plupart dans la salle, de tous mes collègues que je vois là, on est des anciens aidants. Donc déjà, il y a cette écoute on va parler le même langage. Deuxièmement, je voudrais vous dire qu'il faut peut-être mettre le curseur un tout petit peu plus haut. Nous sommes dans nos associations, dans nos structures, dans nos organisations, aussi, on a des psychologues. Et je pense que le problème, ce sont des professionnels qui sont, à mon avis, qui vont d'abord, déjà quand vous rentrez chez France Alzheimer, on propose toujours un entretien individuel. Mais je pense qu'à ce moment-là, on peut très bien imaginer qu'on peut s'adresser au binôme dans ces cas-là. Et je pense que pour moi, c'est un premier signe d'espoir d'abord de vous rapprocher de l'asso et après on vous accompagnera. Et je me fais fort, je suis certain que ce soit Paris, Poissy, vous trouverez la solution. Rapprochez-vous de nous, vous allez voir, vous serez entre de bonnes mains. Merci. Merci beaucoup. On a une question. Michel. Oui, Michel Aveline, je suis du Maine-et-Loire, France Alzheimer 49, je suis le président. Peut-être que mon intervention ne va pas vous faire plaisir, Madame Rigaud. Voilà. En vous écoutant, la réflexion que j'ai d'abord, si vous voulez, c'est qu'accompagner une personne Alzheimer,
C'est un parcours qui se fait à plusieurs, c'est-à-dire les professionnels, mais aussi les bénévoles des associations de France Alzheimer. La complémentarité des deux est très importante pour accompagner une personne malade. Les professionnels ont une expertise, mais nous aussi, en tant que bénévoles, famille de malades, on a une expertise et je voudrais qu'on soit entendu parce que je rejoins ce que disait le président. Nous, en tant que bénévoles, dans toutes les organisations, dans toutes les instances, c'est toujours difficile, si vous voulez, de se faire entendre. Et moi, je vais vous dire une chose, pour me faire entendre, je suis parti du principe que je suis un professionnel du bénévolat, au même titre que les autres qui se disent professionnels de telle ou telle entité. C'est une première chose. La deuxième chose, je voulais vous dire aussi, madame, c'est que s'il existe des dispositifs aujourd'hui qui accompagnent les personnes malades, c'est grâce au lobbying de toutes les associations départementales, coordonnées naturellement par l'Union, qui fait son boulot auprès des instances nationales. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez dit, accueil de jour, plateforme de répit des aidants, tout ce qui est dispositif non médicamenteux qu'on a mis en place dans nos associations, ce sont les associations de France Alzheimer qui l'ont mis en place sur leur territoire. Et ça aussi, je voudrais qu'on l'entende. Et je le sais parce que, bon, les professionnels de santé dans nos territoires aussi nous sollicitent par rapport à ce qu'on fait au niveau de nos départements. C'est une chose aussi qui est très importante et à entendre. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport à vous, monsieur Oudard, je partage complètement ce que vous dites. Moi, je suis du Maine-et-Loire. Je suis dans l'instance du DAC, qui n'est encore pas validé, qui va être validé demain soir. Depuis le mois de juin, monsieur, il n'y a plus de Maya, il n'y a plus de clic, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que chez nous, toutes les difficultés qu'on a avec des personnes malades, qui normalement, si vous voulez, relèvent des Mayas, on n'a plus un interlocuteur sur le Maine-et-Loire. On avait 5 Mayas sur le département, 10 clics. Tout ça a disparu. Et aujourd'hui, les professionnels qui sont dans ces dispositifs s'interrogent sur leur avenir. Ils auront une réponse que fin janvier, début février 2023. Et donc là-dessus, si vous voulez, nous, on n'est plus en capacité de répondre aux besoins des familles. Vous dites qu'il y a des enjeux de pouvoir. Moi, je le vis. Je le vis au sein du DAC. Les enjeux de pouvoir des médecins. Aujourd'hui, il y a 7 médecins qui sont dans le comité stratégique. 7 médecins quand même. Ils demandent le double. En revanche, les associations d'usagers, comme la nôtre, les parkinsoniens, les associations du monde du handicap, ça, on n'en parle pas. Pas de présent. Donc, vous voyez, le DAC, moi, je m'en suis rendu compte à une réunion régionale qu'on a organisée il y a 3 semaines dans les Pays de la Loire. Il y a 5 DAC dans nos régions. Les 5 DAC sont d'une organisation totalement différente. Il y en a qui fonctionnent un peu, la Vendée, mais les autres départements, ils sont présents ici. Je peux vous dire que c'est un sacré parcours de combattants. Merci à vous. Merci beaucoup. Anne-Sophie Rigaud, peut-être, sur la place du bénévolat, et Laurent, je vous ferai réagir sur cette situation assez étonnante quand même. Bien sûr, j'ai été interrogée sur les professionnels, donc je parle des professionnels, mais il est évident que l'accompagnement des personnes qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie neurodégénérative est accompagné, doit être accompagné, enfin si possible, est accompagné par, certes, des professionnels, mais les professionnels, ils sont vus de temps en temps. C'est surtout les proches aidants qui sont importants, et bien sûr les bénévoles, et bien sûr les associations comme France Alzheimer, c'est évident. Je voulais aussi parler de l'hétérogénéité des DAC sur le territoire français. C'est aussi parce que, en fait, c'est comme vous dites, tout ce maillage est parti du terrain, c'est ce que je vous disais, c'est parti du terrain, des besoins des personnes. Et contrairement à ce qui est fait d'habitude en France, là, il y a 20 ans, c'est parti, un petit groupe de professionnels se réunissait et créait un réseau. Un autre créait, on répondait à des appels à projets. Et donc, on s'est trouvé avec des structures et des dispositifs successifs de petits groupes de professionnels sur terrain. Alors, c'est vrai qu'il y a des enjeux de pouvoir, mais c'est vraiment parti du bas vers le haut. Et effectivement, les plans Alzheimer ont ensuite
le but, c'était effectivement de mettre une homogénéité dans l'ensemble de cette structuration, ce maillage sur le territoire. Mais c'est vraiment parti de la base. Et donc, je trouve un peu dommage, finalement, que pour une fois qu'en France, on part vraiment des besoins des personnes et de ce qu'ont fait les professionnels sur le terrain, on dise que ce n'est pas satisfaisant. Alors après, il y a effectivement la nécessité que l'ensemble du territoire bénéficie de toutes ces structures, que ce soit homogénéisé et qu'il y ait une équité entre tous les territoires. Mais encore une fois, c'est parti vraiment du besoin des gens et notamment des associations qui avaient ces besoins. Et ça, c'est un point important. Merci. Laurent, peut-être comment vous réagissez à cette situation et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que là, c'est quand même... Est-ce qu'on saisit l'ARS? Est-ce qu'on... C'est compliqué de saisir l'ARS, parce que c'est sur la demande de l'ARS que c'est mis en place. Oui, mais on peut dire que ça ne fonctionne pas. Je sais bien. On peut faire état des dysfonctionnements. C'est là où je suis en contradiction, effectivement, avec ce que vous dites, madame. C'est que, malheureusement, oui, ça part d'une formidable idée. On va regrouper tout le monde, on va travailler dans le même sens, c'est génial, etc. Mais moi, ça fait 20 ans que je vois qu'à chaque fois, il y a un dispositif qui meurt, c'est des professionnels qui s'essoufflent, on en recommence un autre, c'est pas forcément avec les mêmes, il faut redémarrer à zéro. Et puis, pendant ce temps-là, au lieu d'être en progression, on recommence. Vous savez, c'est le mythe de Sisyphe. Je pousse mon rocher et puis il redescend et je recommence à chaque fois. Alors, c'est quand même le sentiment que j'ai. Alors, ne croyez pas que je sois totalement pessimiste, mais c'est quand même ce que moi je vois actuellement. Et avec les DAC, vous n'êtes malheureusement pas le seul cas. Hein. Si je vous en parle, c'est parce que je le vois sur l'ensemble du territoire avec toutes les difficultés qu'il y a. Ça fait 3 ans là qu'on met ça en place. Alors oui, il y en a qui fonctionnent, mais vous savez, ceux qui fonctionnent, c'est ceux qui déjà fonctionnaient avant avec les autres dispositifs et qui finalement ont réussi comme ça progressivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne trouvera jamais une réponse dans l'institutionnalisation. Je n'y crois pas une seconde. À chaque fois, on pense que la réforme de structure va apporter la réponse. C'est une erreur. Je crois fondamentalement que d'abord c'est un travail des individus, des professionnels, et je suis tout à fait d'accord, il y a une notion de démocratie sanitaire, il y a une notion qui est très importante aujourd'hui, c'est que sur les territoires, on devrait avoir une participation très active des citoyens. Et on voit bien que c'est extrêmement compliqué à le mettre en place parce qu'on est encore en silo, hein. Enfin, je veux dire, reconnaissons-le, quoi, on est en silo. Il faut absolument, là, déjà, si on démarrait sur un projet territorial, et non pas 8. Vous voyez, là, c'est aussi un autre millefeuille. Vous avez le projet territorial du GHT, le projet territorial de santé mentale, le projet territorial de la maison de santé, celui du centre de santé, celui de l'établissement de santé, en fait, et aucun ne se combine, aucun ne fonctionne. Donc déjà, si on arrivait, et vous voyez, là, on va se rejoindre, c'est si on arrivait à déjà commencer par, on se met d'accord sur les besoins d'un territoire, on fait participer l'ensemble des citoyens du territoire. Et je ne crois pas à des grands territoires. Là où ça fonctionne, ce sont des petits territoires avec une notion de proximité. Vous savez, ce qui fonctionne bien, c'est les comités locaux de santé mentale. Et les comités locaux de santé mentale qui ont été mis en place, notamment en Nouvelle-Aquitaine, hein, c'était un DG d'ARS qui a mis ça en place, c'était vraiment intéressant, et c'est très intéressant parce que vous allez réunir les citoyens, ça veut dire en fait la commune, mais aussi vous avez nécessairement la police, vous avez derrière les bailleurs sociaux, vous avez l'éducation nationale, les médecins, etc. Et là, il y a un vrai travail cas par cas, et il y a un travail de réelle coordination, mais c'est sur le territoire, c'est relativement informel, hein, c'est un comité. J'ai pas une association, j'ai pas un GIP, vous voyez, je plaide pas pour ma chapelle. Hein. Vous n'avez pas des problèmes de statut qui se posent, des problèmes d'activité, de machin, etc. Là, on est vraiment sur un objectif très précis et je pense que la dimension du territoire est importante. C'est un autre élément que je rajoute. Enfin, je ne veux pas emboliser la parole, hein. Président. Joël Jaouen. Écoutez, maître, je vais vous faire un cadeau ce matin. C'est une petite phrase que j'ai depuis un petit moment qui est dans ma tête, hein, que je vous invite à partager et puis même à divulguer. Je crois que le moment est venu, je ne sais pas si je résume bien ce que vous venez de dire, mais le moment est venu que l'expertise tienne compte de l'expérience. Et l'expérience, c'est nous. Et je rejoins je rajouterai même une petite phrase par rapport à René Michel du Maine-et-Loire. À ce moment-là, nous sommes des experts de l'expérience. Bravo. Merci beaucoup. Oui. Je voudrais juste faire passer 2 autres messages qui sont plus à connotation politique par rapport au titre que j'arrête pas de voir devant moi, l'entrée dans le parcours de soins. C'est bien le titre de notre table ronde.
Je voudrais revenir en arrière sur quelque chose quand même. Que moi, quand je rentre quelque part, je rentre par une porte. J'ai l'impression qu'on nous a fermé cette porte à double tour et même qu'on l'a blindée. La première étape, ça a été quand on nous a déremboursé nos médicaments. Ça, c'est pas une entrée dans le parcours de soins, c'est fermer le parcours de soins. Parce que, je vais parler de ce que je connais le mieux, ce que j'ai vécu. Quand c'était dans les années de fin 90, début 2000, j'accompagnais mon papa chez le médecin pour le renouvellement de l'ordonnance. Mais qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Eh bien, on faisait une vraie visite médicale. On était dans un parcours de soins. Il était orchestré. Quand j'ai entendu la dame tout à l'heure qui nous parlait encore de la RICEP, ça veut dire aussi que quelque part, il y a encore des gens qui... Bon, d'abord, excusez-moi, je vais être très, très, très pragmatique. Il faut avoir les moyens d'avoir accès aux médicaments aujourd'hui. Et puis, je ne résiste pas de vous dire quelque chose, c'est que moi, j'ai découvert ça. Je suppose que beaucoup de gens vont l'apprendre dans la salle. Aujourd'hui, les médicaments remboursés, il y a une TVA de 2%. Quand ils sont déremboursés, la TVA passe à 10%. Donc, vous êtes en plus pénalisé financièrement. La deuxième rupture du parcours de soins, c'est ce qui vient de nous tomber, ce que j'ai fait allusion tout à l'heure, de ce décret du 28 mars 2022. Aujourd'hui, vous avez dit, madame, l'importance du diagnostic précoce. On est tous d'accord. Seulement aujourd'hui, il est tombé, on nous a fermé une porte blindée. Vous savez que si vous allez établir votre diagnostic, on va vous prendre votre permis de conduire. Vous avez envie d'y aller, vous faire diagnostiquer? Moi, je vous livre un petit témoignage rapide d'un témoignage de malade. Ça se passe à Perpignan, dans une réunion publique. Le monsieur vient d'être diagnostiqué. L'entourage professionnel lui a dit « Mais monsieur, maintenant, il faut aller à la préfecture, hein, parce que vous êtes diagnostiqué. Hein. » Mais son épouse lui dit « Mais mets en avant tes capacités que tu as encore, parce que tu sais, moi, je ne conduis pas. Ce serait un sacré problème pour nous, si jamais. » Et le monsieur, il raconte ça avec l'accent catalan que je n'ai pas. Et il dit « Voilà, j'arrive devant cette dame. » Avec des mots très simples. Hein. Et je commence à lui dire « Vous savez, madame, ben, chez moi, je fais la tapisserie. Hein. Je prends les mesures, c'est ma femme qui m'aide à ce moment-là. Et je mettais en avant mes capacités. Et au bout de 5 minutes, la dame m'a dit « Monsieur, mais attendez, vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, donnez-moi votre permis. » Effectivement. Rupture du parcours de soins. Tout à fait. Mais c'est un sujet qu'on abordera plus longuement en début d'après-midi. On va peut-être prendre une dernière question courte avec une réponse courte. Madame. Moi, ce n'était pas une question. Marie-Hélène Gavrel, présidente de France Alzheimer Vendée. Je soutiens ce qu'a dit mon collègue du Maine-et-Loire, Michel, en indiquant que dans nos 5 départements, la réalité est différente d'un département à l'autre. Et je respecte infiniment les difficultés que tu peux vivre en Maine-et-Loire, Michel. En Vendée, nous, le DAC fonctionne. Mais parce que nous avons travaillé depuis 4 ans dans le sens qu'indiquait Maître Oudard. Hein, de prendre le temps, de vouloir se donner les moyens de travailler tous ensemble. Et le CPTS est l'un des fondateurs aussi du DAC. Hein, voilà. Donc, et pour revenir à ce que disait le professeur Rigaud, eh bien, chez nous, on observe effectivement aussi cette montée en charge des différentes structures-là, parce qu'on retrouve les mêmes acteurs, hein, souvent les mêmes personnes, souvent. Hein. Il y a des nouveaux, mais il y a les mêmes personnes qu'on retrouve. Hein. Donc c'est vraiment un continuum hein, pour améliorer les choses, pour un meilleur service à la population. Et nous travaillons comme monsieur a indiqué aussi. Voilà, j'ai reconnu notre réalité dans ce que vous avez pu décrire. Et je voulais aussi préciser par rapport à notre expertise née de l'expérience de bénévole. Moi aussi, je suis toujours je suis parfois, pas toujours, mais parfois confrontée à des acteurs de terrain qui disent « Oui, France Alzheimer, bon, oui. C'est des bénévoles, ils sont gentils, mais enfin, bon, c'est des bénévoles. Hein, voilà. Alors, je redis toujours ça, cet argument. Hein, oui, nous avons une expérience de laquelle est née une expertise. Et nous sommes formés. Et dans notre association, nous nous formons en équipe tous les ans sur une nouvelle problématique, un nouveau sujet. Mais je rajoute aussi que dans France Alzheimer, il n'y a pas que les bénévoles qui sont experts et qui sont formés, il y a aussi des professionnels diplômés. Et que c'est cette collaboration qui donne de la crédibilité à notre association et qui donne de la crédibilité face à ceux qui ne connaissent pas bien et qui pouvaient méjuger un petit peu l'association. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Voilà, et nous avons installé, enfin, le DAC de Vendée, il fonctionne depuis 18 mois maintenant. Hein. On est passé de la PTA à une structure intermédiaire qui est devenue le DAC. Et nous avons présenté le DAC le 6 décembre à l'ensemble des professionnels de santé du département. Il y a des représentants des usagers dans notre Assemblée générale, hein, dans notre conseil d'administration. Je suis vice-présidente du DAC. Hein, et nous avons vraiment montré que c'est un service à rendre à la population et comment chacun le rend. Je n'ai pas le temps de donner des exemples, mais bon, voilà, je pourrais... On peut en parler aussi au moment de la pause. Peut-être très rapidement, hein, Monsieur Despès et Monsieur également, voilà. Et ensuite, Monsieur Despès, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, juste une question, puisque c'est une question. Jean Saunier, France Alzheimer, Manche, a 2 cas qui me sont tombés la semaine dernière. Une personne me dit, moi, le SIAD vient de passer, elle s'occupera de mon mari à 16h30. Et je reviendrai le lendemain à 9h30 pour le lever. 16h30, 9h30. Deuxième cas, au téléphone, Julouville, à côté de Granville, si vous voulez. Moi, tout est mis en place pour le début du parcours de soins, sauf qu'on ne peut m'envoyer personne. Ni infirmière, ni auxiliaire de vie, ni rien. Comment fait-on ? Merci. Monsieur Despès, et ensuite on conclura cette table ronde. Oui, donc Gérard Despès, président de l'Hérault. À travers toutes ces réflexions, donc ça fait moi 40 ans que je les entends, hein. Donc, j'étais dans la santé, on a toujours manqué, on a toujours eu X dispositifs, j'ai connu 8 ministres, j'ai connu les DRAS, les ARH, les ARS et tout. Bon, donc, il ne faut pas se faire d'illusions, ce sont des dispositifs de plus qu'on peut prendre en compte, mais nous, on s'en adapte. La question que je me pose et que nous, on est en train de mettre en pratique, c'est que l'entrée dans le parcours de soins, c'est nous. On est en première ligne et on exige maintenant dans les permanences de connaître tout le terrain, tous les acteurs, pas simplement, disons, être sur des aides techniques et tout, c'est-à-dire d'aller plus dans le détail. Donc je pense que l'impression que j'ai aujourd'hui qui se confirme, c'est que c'est nous qui sommes dans l'entrée du parcours et ensuite on verra ce qu'on peut faire avec tous ces dispositifs qui sont là. Il faut y être présent, hein, de partout. Moi j'y suis, dans le DAC, dans tout ce que l'on est. Mais mon expérience fait que on n'attend pas des miracles. Ça va vivre, peut-être comme disait M. Houdard, dans 2 ans on aura autre chose. Donc, et nous on est là en permanence. On existe depuis 37 ans, on continue, et c'est nous qui sommes a priori dans cette logique de mission d'être en première ligne, et ensuite les autres prendront le relais. Merci, bravo. Et je crois que ça rejoint, hein, Président, ce que vous disiez d'ailleurs dans votre discours. Quant à la question de M. Saunier, y a-t-il une réponse? Effectivement, coucher une personne à 16h30 et la lever le lendemain à 9h30, c'est un peu dur. Je pense que l'exemple de la Manche, on en parlait justement en aparté, ça prouve que ce qu'on dénonce dans notre plaidoyer au niveau politique, c'est la disparité qui existe dans tous les échelons de département à département. Et ça, c'est une particularité de la Manche qu'on ne retrouve pas en Vendée, mais et qu'on ne retrouve pas en Dordogne. Il y a vraiment une disparité que nous n'arrêtons pas de dénoncer, et ça, c'est un des aspects de la disparité. Merci beaucoup. Nordine Chérifi, oui, un mot de conclusion. Alors, pour répondre à monsieur, effectivement, alors c'est notre quotidien en tant que coordinateur de parcours, d'aider à décloisonner le social, le médico-social, etc. Le SIAD qui intervient à 16h puis à 9h, effectivement, la réponse par rapport aux besoins qui sera identifié, en tout cas pour la personne, on ne peut pas dire qu'il soit satisfaisant. Donc, je prêche un peu aussi pour ma paroisse, mais nous, en tant que coordinateur de parcours, on va essayer de trouver des solutions adaptées en sollicitant cet acteur-là, le SIAD, pour voir s'il peut éventuellement intervenir à d'autres moments, mais aussi et surtout solliciter d'autres acteurs qui potentiellement peuvent travailler en complémentarité avec le SIAD, notamment un service d'aide à domicile dans le cadre d'un plan d'aide APA. Et là encore, tout n'est pas parfait, puisque quand on évalue une personne âgée à domicile qui souffre de troubles neuroévolutifs, effectivement, cette dimension n'est pas pleinement prise en compte dans la grille Agir. Et voilà, ça pose pas mal de questions aussi, effectivement, mais on est justement là pour insister, pour proposer, pour favoriser la concertation entre professionnels
et surtout pour inviter tout le monde à travailler ensemble. Alors ça fait joli quand on le dit effectivement, mais si on garde cet objectif en tête dans l'intérêt du bénéficiaire toujours, parce que c'est pas pour nous, et ça on le garde en tête parce que c'est un métier à charge mentale élevée, c'est pas pour nous qu'on demande au service de s'adapter, c'est pour la personne. Bien sûr. Et c'est une des premières qualités que je pense tout le monde a en tant que professionnel, mais aussi en tant que bénévole, effectivement, ça doit rester l'empathie, parce qu'on peut être qualifié. Si on n'est pas empathique, ça semble compliqué. Et donc, le coordinateur va essayer de voir avec un service à domicile, éventuellement, s'il peut intervenir en complémentarité du SIAD plus tard pour coucher la personne, voir si le SIAD peut intervenir le matin et un service d'aide domicile le soir, si la personne n'a pas de soins à domicile. C'est toute cette connaissance et ces ressources qu'on est censé connaître, parce qu'encore une fois, on n'a pas la prétention de tout connaître, mais on se donne les moyens de connaître et de chercher la réponse pour le bénéficiaire. Il y a aussi les personnes qui travaillent en CESU. Il y a pas mal de choses qui existent, sauf qu'elles sont effectivement chacune un peu en silo, relativement cloisonnées. Et nous, on est un petit peu là pour décloisonner tout ça, proposer, parce qu'on reste force de proposition, hein, et pour que la personne ait les réponses à ses besoins. Et le deuxième cas, je ne sais plus, c'était... il n'y avait plus d'infirmières. On va ramer et puis chercher d'autres cabinets infirmiers qui peuvent éventuellement intervenir, pour le dire très crûment. Ah, il n'y en a plus. D'accord. Alors là, alors s'il n'y en a pas, c'est compliqué. On fait remonter et puis on essaye de trouver des solutions voilà, adaptées. Merci. Merci à vous. Merci à l'ensemble vraiment de nos intervenants. On peut les applaudir.